D'abord, je voulais remercier les organisateurs d'avoir pensé à évoquer la gériatrie et la médecine d'urgence, puisque vous savez combien ça peut enquiquiner vos vies de voir arriver des patients gériatriques en salle d'urgence. Un petit plan de l'exposé, je ne pense pas que je prendrai plus que la demi-heure qui m'était octroyée. Rassurez-vous, quand je dis démographie, il n'y aura pas 15 000 diapos de chiffres, hein. Juste quelques chiffres. Vous voyez, on évoquera le patient gériatrique, quelques symptômes qui peuvent être piégeux, comme disait Marc Carlier, une réflexion sur la collaboration entre urgentistes et gériatres, et une très rapide conclusion. Pour commencer, avec ma voix un peu altérée par le virus, enfin je crois que c'est un virus, je n'ai pas demandé à un urgentiste si c'était un virus, j'aimerais que vous fassiez un petit exercice. Je ne sais pas vous voir, moi, mais je vais vous demander d'essayer ou de fermer les yeux ou de vous détendre. C'est possible ? Ne vous endormez pas. Quand vous fermez les yeux, vous entendez votre cœur, et nous venons d'entendre un cardiologue qui en a bien parlé. Le cœur bat. Imaginez l'océan. Vous voyez l'océan ? Vous sentez le vent ? Vous voyez les vagues sur l'océan ? Vous les voyez ? Au-dessus des vagues, il y a de l'écume. Cette écume-là, on ne sait pas pourquoi elle existe. On ne sait pas à quoi elle sert. L'écume des vagues de l'océan, on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi nous avons cette chance incroyable de vieillir? On ne sait pas pourquoi. Il y a de multiples hypothèses, mais pourquoi nous avons des jours en plus dans notre vie? Nous ne savons pas pourquoi. Et nous devons tous vivre avec cette espérance et ce défi, qui sont d'abord, avant d'être des problèmes de société, une chance ontologique fondamentale de continuer à vivre. Puisque la meilleure façon de ne pas mourir jeune, c'est de vieillir. Trois diapos de chiffres. Les chiffres, ce n'est pas intéressant en tant que tel. C'est comment ça nous stimule à réfléchir dans nos pratiques quotidiennes comme médecins et comme soignants. Personnellement, j'aime bien ces chiffres-là parce que ça nous donne une idée de la marée des cheveux blancs. J'en ai déjà. Enfin, j'en avais déjà avant, mais je les cachais plus. Moi, je serai en 2050 dans les nonagénaires. Vous entendez que j'utilise le futur. Ça pourrait être un conditionnel, hein. Mais donc, nous ne pouvons pas lutter contre cette marée et nous devons vivre avec. Quand vous voyez un petit peu l'évolution de l'espérance de vie, j'aime beaucoup ce mot d'ailleurs, espérance de vie, on se rend compte que les années à venir sont encore pires que les précédentes, donc ça ne va pas s'arranger. Les corollaires sont intéressants. Les aidants naturels sont de plus en plus vieux, de moins en moins présents, et vous savez déjà que l'épouse du vieux qui arrive en salle d'urgence a elle-même parfois aussi une maladie d'Alzheimer. Vous êtes au courant que la maladie d'Alzheimer est sexuellement transmissible? Vous dormez, hein? Attention. Donc c'était une blague, hein? Les personnes qui vieillissent vont voir des incapacités apparaître dans leur vie quotidienne, mais ces incapacités vont apparaître de plus en plus tard. Et on voit d'ailleurs que l'institutionnalisation recule en âge au fur et à mesure des années. Et donc les besoins en soins, à l'extérieur, à l'intérieur de l'hôpital, vont se modifier
et c'est tout le défi de la santé publique et de nous comme soignants dans notre vie quotidienne. Dernière diapo de chiffres, ce n'est pas seulement les patients qui changent, c'est la démographie à l'hôpital. Déjà actuellement, 45% des patients dans l'hôpital ont plus de 75 ans. Donc, il ne faut pas rêver, les gériatres ne s'occuperont jamais de tous les patients de plus de 75 ans. D'autant plus qu'il n'y a pas assez de LIG en Belgique. Les LIG, ce sont des lits aigus réservés à la prise en charge des patients âgés dont on va définir le profil ensemble, que vous connaissez sans doute déjà. En plus, dans chaque institution, la dynamique a été différente et certains hôpitaux ont une proportion de lits gériatriques beaucoup plus importante. Le grand hôpital a joué cette carte, surtout depuis la fusion, et c'est un enjeu important qui a été heureusement associé à l'engagement de nombreux gériatres, chose que si vous êtes originaire de plusieurs types d'hôpitaux de la région ou des environs, ce n'est pas le cas partout. Les gériatres ne se multiplient pas facilement, et là, l'encouragement universitaire à la gériatrie est loin d'être gagné. Mais cependant, 80% de nos entrées en gériatrie, en moyenne, ça dépend un peu des hôpitaux, des gestions de processus et de flux, passent par vos services. Donc, nous avons besoin de vous. Vous êtes en permanence nos premiers collaborateurs, à côté du généraliste. Et il faut le dire, et s'il y a des spécialistes d'organes, de techniques dans la salle, je le dis quand même, avant les autres spécialités, vous êtes nos premiers collaborateurs. Je ne sais pas pourquoi les images sont un peu décalées, mais enfin bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que c'est qu'un patient gériatrique ? Vous voyez un patient âgé arriver en salle d'urgence. Quand est-ce que vous vous dites « il est gériatrique » ? Alors j'aurais pu mettre des images de patients en pleine forme, mais vous avez tous en tête des gens de votre famille, des gens proches de vous, de vos voisins, qui sont encore à la maison, en bonne santé, qui font leur jardin, qui continuent à avoir une activité intellectuelle et quotidienne de très belle qualité. Ce qu'on les gériatres appellent les patients robustes, et ça ne dépend pas de l'âge. Les gériatres les appellent comme ça, mais soyons clairs, ça ne nous intéresse pas. La deuxième catégorie de patients âgés, malades, qui vont arriver en salle d'urgence, ce sont ceux qui sont déjà dépendants. Être dépendant, être grabataire, être déjà dément, tout ça, ce sont des éléments qui font que l'arbre a déjà perdu la capacité de se relever. Et soyons clairs, s'il n'y a plus rien à faire, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le patient qui est dans la tempête de la crise, dans le déséquilibre bio-psychosocial. Une maladie, une perte de fonction cognitive, une perte de fonction dans les activités de la vie journalière, un déclin fonctionnel, ce sont des mots qu'on va entendre souvent. C'est le mot fragile, j'y reviendrai, mais sans faire de grandes théories. Le mot fragilité est apparu dans la littérature il y a environ 15 ans, et les publications sont exponentielles. C'est pas un concept, c'est une réalité. Et c'est cela qui nous intéresse. Alors, pour faire plaisir à Rosario, spécifiquement, j'ai remis le score ISAR. Vous savez tous ce que c'est que le score ISAR ? Oui, non ? Bon, il y en a qui suivent, c'est bien, je suis content. L'objectif, c'est d'essayer de repérer rapidement les patients qui sont fragiles. Vous voyez que le score ISAR, qui est celui qui a été la plupart du temps
longtemps choisi dans les hôpitaux belges pour être le signe du dépistage de la fragilité du patient, est associé à un risque de perte d'autonomie, d'hébergement, d'hospitalisation prolongée ou de décès. Il y a 6 items très simples à retenir. Ils sont dans H++ pour ceux qui travaillent au GHDC. Et aux urgences, il n'est pas bloquant, mais il pourrait l'être. Enfin, je dis ça en passant. Vous voyez que la sensibilité et la spécificité ne sont pas énormes. Rien ne remplace le regard clinique de celui qui accueille le patient, que ce soit l'infirmière, que ce soit le médecin. J'ai la grande chance de donner cours au 4e SIAMU, quelques heures de gériatrie. Je trouve ça toujours très intéressant de les entendre réagir et puis de leur proposer des modes de réflexion alternatifs qui ne soient pas trop longs à réfléchir. Je vais vous parler ici des causes, enfin plutôt des motifs avoués et explicites d'hospitalisation par la salle d'urgence d'un patient gériatrique. C'est AEG, machine à laver, chute et confusion. Le deuxième type d'entrée et motif d'admission en salle d'urgence d'un patient âgé gériatrique, c'est chute, confusion, altération de l'état général. Le troisième type, c'est confusion, altération de l'état général et chute. Ne me dites pas que ce n'est pas ce que vous vivez. Pour essayer d'éclairer un petit peu et de vous donner quelques pistes, j'ai choisi 2 exemples cliniques qui sont anciens et qui n'ont pas eu lieu au Grand Hôpital de Charleroi. Donc, ne pas imaginer que je travaille quelque chose d'immédiat. Ce patient de 92 ans arrive pour AEG. La désorientation est, paraît-il, nouvelle. La perte d'autonomie se marque par quelques difficultés à la marche et l'apparition d'une incontinence urinaire épisodique. C'est le patient lui-même qui dit qu'il est perdu. Mais la famille confirme qu'il n'est pas comme ça d'habitude. Vous voyez qu'il a des antécédents assez classiques et finalement assez cardiovasculaires. Le traitement n'est finalement pas extrêmement lourd, mais comporte quand même 5 médicaments. Et vous savez que c'est un des éléments du score ISAR. Au-delà de 3 médicaments, on dit que bonjour les dégâts. Est-ce qu'ici c'est vraiment grave? Le somnifère et les troubles de la marche, c'est déjà embêtant. Le somnifère et la désorientation, c'est embêtant. Le bisoprolol et la tension, le bisoprolol et la fréquence cardiaque. Mais vous voyez que l'examen clinique, puisque le reste de l'anamnèse est peu contributif, n'est pas probant. Un examen clinique général, c'est-à-dire l'auscultation cardio-pulmonaire, l'examen abdominal, un examen neuro de base, n'est pas probant, mais les paramètres nous aident. Un seul paramètre nous aide. Et ce paramètre a été l'occasion pour l'urgentiste de faire un examen complémentaire et puis quelques autres examens qui sont le complet moule frite habituel du patient gériatrique. On lui a fait, ah oui tiens, pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas en tout, c'est pas grave, une gazométrie artérielle qui a confirmé une PO2 basse qui, vu l'absence complète d'antécédents bronchopulmonaires, est pertinente. L'électrocardiogramme est rassurant et confirme la fréquence cardiaque tout à fait correcte. Et à la biologie, on voit une CRP importante avec une hyperleucocytose neutrophile, mais qui n'est pas majeure. À la radiothorax, on voit une cardiomégalie et un très léger flou dans le champ pulmonaire gauche. Donc je vais vous donner la solution, mais qui n'est pas apparue à l'urgentiste. Il a bénéficié d'oxygène et d'antibiotiques, et au jour 2 sont apparus des crépitants à la base gauche, quelques crachats hématoïques. C'est une clinique très évocatrice d'une pneumonie qui a été confirmée à la radio au jour 3 par une belle condensation tout à fait classique de la pneumonie, et le patient est rentré 8 jours après, autonome et orienté. Je pense que vous avez remarqué que manque de manière tout à fait importante le symptôme de la fièvre. Le patient n'a jamais
jamais eu aucun symptôme fébrile. Pour la petite histoire, ça se passait chez le professeur Francis Zec. Ceux qui le connaissent savent qu'il était très attentif à la température et qu'il a fallu le convaincre que c'était une pneumonie. Deuxième cas clinique, en réalité, c'est vrai que ça s'est quand même passé à l'IMTR, mais il y a de très nombreuses années. C'est par l'horreur d'un vendredi 16h. C'est l'urgence gériatrique par excellence. Celle qui arrive au mauvais moment. La patiente rentre pour dyspnée. Elle n'est pas envoyée par le médecin traitant, elle est amenée par quelqu'un de sa famille qui a disparu. Elle est très confuse, la perte d'autonomie est majeure, mais elle ne sait pas le dire. Les antécédents, à l'époque, on devait chercher dans des archives papier, donc c'est quand même intéressant de savoir que quelqu'un avait relevé qu'il y avait une démence vasculaire qui avait été diagnostiquée il y a 3 ans. Et au niveau du traitement, je pense que c'est votre vie quotidienne. C'est encore bien quand c'est dans un Tupperware. D'habitude, c'est dans un sac plastique qui est fermé à double tour. L'urgentiste met en évidence un œdème pulmonaire aigu, et c'est la raison qui va justifier l'appel à l'assistant de gériatrie, assistant qui sortait de 4e doctorat à l'époque. D'ailleurs, il était très vexé de travailler avec une femme comme patron. Maintenant, ça change un peu, les mentalités changent, mais voilà. Et il m'appelle en disant, voilà, c'est un OAP, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a quand même pas de place. La cachexie était évidente aux yeux des 2 médecins. Elle est manifestement gravataire. Je me souviens, comme si c'était hier, d'arriver dans cette vieille salle d'urgence de l'IMTR, dans le soleil rasant de l'après-midi. Elle était seule dans la salle d'urgence, couchée à plat, ce qui est déjà intéressant par rapport à l'orthopnée. Il faisait plutôt chaud, elle avait juste un drap sur elle. J'ai pu, à 6 mètres de distance, proposer un diagnostic différentiel à mon assistant de l'époque. Je lui ai demandé très rapidement de faire le diagnostic différentiel entre un globe vésical de 2 litres et une grossesse de 8 mois. Il n'a pas répondu. Donc la clinique du gériatre à distance, c'est un globe vésical. La biologie confirme une hypothèse, en tout cas dans ses complications, avec une insuffisance rénale majeure. La radio de thorax a montré effectivement un œdème pulmonaire. L'abdomen à blanc qui a été réalisé par après met en évidence la matière la plus fréquente en gériatrie, c'est le caca. Donc un énorme fécalome. La suite, on a fait un sondage vésical à demeure, un grand lavement. On a arrêté l'oxybutyline qui était prescrit pour l'incontinence urinaire et qui a comme effet secondaire le globe vésical. Les diurétiques qui ne semblaient plus complètement nécessaires malgré la clinique d'OAP, puisque très rapidement la surcharge vasculaire généralisée que la patiente présentait s'est amendée après le sondage vésical. Et au jour 4, un scanner cérébral à blanc peut mettre en évidence une récidive d'accident vasculaire cérébral qui est classiquement associé à un globe vésical. L'examen neurologique n'était pas pertinent, c'était un accident vasculaire cérébral assez profond avec des symptômes focaux peu présents. Elle est retournée en maison de repos et elle n'est plus seulement fragile, elle est devenue complètement dépendante. Voilà, ces 2 exemples vont être l'occasion pour moi de revenir un petit peu sur les symptômes piégeux du patient gériatrique. Et j'ai fait 2 diapos sur des petits messages que vous pouvez essayer d'emporter pour votre pratique quotidienne. Et au fond, je trouve qu'entre cardiologue et gériatre, il y a des choses intéressantes, puisqu'effectivement, on se parle bien de prévalence de symptômes, et qu'une présentation rare d'une maladie fréquente,
c'est bien plus fréquent qu'une présentation fréquente d'une maladie rare, si vous m'avez suivi. Donc, un symptôme présent, ça aide beaucoup. Mais un symptôme absent ne nous permet pas de dire qu'il n'y a pas une pathologie. Les complications, à la fois fonctionnelles, mais aussi psychocognitives et donc sociales, vont être rapidement à l'avant-plan, parce que l'homéostasie du patient en vieillissant, de la personne en vieillissant, va être extrêmement amoindrie, avec une symptomatologie qui va être associée aux complications successives qui s'enchaînent rapidement. Les maladies chroniques sont omniprésentes, et ici, dans l'exemple, j'ai pris la démence vasculaire. La démence, qu'elle soit Alzheimer ou apparentée, est un syndrome extrêmement difficile à gérer pour les gens qui cherchent à faire des diagnostics rapides. Et là, en dessous, qui n'apparaît pas bien sur l'image, c'est l'iatrogénie doit être recherchée de manière systématique. Voilà, première diapo sur les quelques messages. Apparemment, vous aurez les diapos après. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à retenir, sauf les 2 diapos ici, mais bon. Ça me pousse à vous dire, même chose, que l'anamnèse doit être poussée. L'hétéroanamnèse doit être poussée. Et comme en pédiatrie, commencez par faire confiance à ceux qui connaissent le patient. Si la fille vous dit « il n'est pas comme d'habitude », croyez-la. Et si vous ne savez pas, appelez le médecin traitant, ce qu'on appelle le médecin de famille, celui qui connaît mieux le patient. L'examen clinique complet systématique fait partie des choses vraiment intéressantes. Dans les examens complémentaires, on a déjà parlé du complet Moule-Fritz, ça va être ciblé sur des pathologies fréquentes et pour lesquelles il va y avoir des gestes parfois très simples à faire qui peuvent aider beaucoup, éventuellement orienter le patient de manière alternative. Donc biologie, CG, thorax abdominal blanc, éventuellement un bassin qui permet de voir aussi les selles et éventuellement les hanches, puisque les fractures font partie des complications fréquentes des chutes. Un sédiment urinaire et culture fait partie de ce complet Moule-Fritz. Et puis, poursuivre des recherches, ça va quand même être associé au projet thérapeutique du patient, ce projet que vous avez tant de mal parfois à recueillir autant auprès du patient, de ses proches qui sont présents ou de son médecin traitant. Alors au GHDC, on a 137 lits aigus de gériatrie et ça fait pas mal d'années que la gériatrie prend petit à petit ses marques, y compris dans certaines salles d'urgence où les flux de patients gériatriques sont plus importants. La réflexion globale et l'atmosphère générale d'une institution dépend d'une forme de collaboration progressive et parfois inconsciente entre différents services. La visibilité de la gériatrie s'étend, la reconnaissance s'étend. Quand on a eu les parents d'un directeur général, d'un directeur médical, d'un chef de service, on se dit qu'ils ont peut-être parfois confiance. Mais la demande change aussi. Donc les urgentistes demandent des choses aux gériatres et c'est normal. Donc, entre urgence et gériatrie, s'agit-il d'un mariage de raison? Le mariage de raison de la gériatrie a déjà été évoqué de nombreuses fois en littérature. Je parle de littérature scientifique. En particulier avec les orthopédistes. Vous imaginez bien que la prise en charge d'un patient âgé, fragile, cassé, nécessite une réflexion sur le management qui est loin d'être facile, en particulier en Belgique. Je pense que la gériatrie n'est pas appelée à être monogame. Je pense que la gériatrie se doit d'être polygame. Donc je vous propose, en titre de conclusion, quelques
bonus, c'est le bonus d'aujourd'hui. Comment convaincre un gériatre, peut-être pas au mariage, mais en tout cas, à réfléchir avec vous sur un patient qui se trouve dans votre salle d'urgence. J'ai fait 2 séries de réflexions. La première, vous allez peut-être réagir, c'est ce qu'il ne faut pas dire à un gériatre. Alors, toutes les phrases que j'ai listées, ce sont des phrases qui ont été explicitement dites et entendues dans un service d'urgence. D'accord ? Alors, je ne sais pas si Marc est encore là, mais c'est juste pour le clin d'œil. Mais si vous dites, en commençant à un gériatre, ça n'ira pas. Je vous le dis. Mais ça peut être les neurologues n'en veulent pas, les pneumologues n'en veulent pas. Enfin, nous sommes valorisés par les patients que nous soignons, tous comme soignants, infirmières, médecins, tous. Si vous dévalorisez le patient, vous nous dévalorisez. Et je suis sûre que ce n'est pas votre but, n'empêche. C'est une réalité, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose que vous vivez, mais ne commencez pas en disant ça. Si la patiente va bien, ça n'est pas pour nous. Le crassome de salle d'urgence, à la rigueur, on veut bien réfléchir. Mais celle qui va bien, celui qui va bien, je dis celle parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vivent longtemps. Tiens, je vous ai raconté l'histoire sur la qualité de vie des centenaires. Je l'ai déjà raconté à quelques-uns, mais il y a une étude en Belgique qui montre que la qualité de la vie des centenaires chez les hommes est directement associée au fait qu'ils soient mariés. Et chez les femmes, au fait qu'elles ne le soient pas. Commencez à parler à un gériatre en disant « c'est juste social ». La santé, c'est un état de bien-être physique, psychique, mental et social. Donc, c'est pas quelque chose d'exclusif, mais ne commencez pas par là. On est des médecins, on a envie de soigner des gens. On n'est pas assistante sociale, et vous en avez dans vos salles d'urgence, des assistantes sociales. Pas jusqu'à n'importe quelle heure, on est d'accord. De même, définir le patient juste par son âge, j'espère que je vous ai convaincu que ce n'est pas la bonne façon de convaincre un gériatre. Dire « il n'y a jamais de place en gériatrie », hormis le fait que c'est le compliment du fait que le taux d'occupation de la gériatrie est maximal, avec des durées de séjour vraiment courtes par rapport au profil du patient, c'est pas très agréable à entendre. Nous ne sommes pas en train de garder nos patients pour vous empêcher de mettre des gens. De même, tout ça pour parler flux, c'est vraiment un de vos objectifs, c'est de réfléchir en termes de flux, et je le comprends très bien. Si vous dites « elle est là depuis ce matin » et qu'il est déjà 17h, on a du mal. Pour terminer ce petit catalogue, avant de parler aux choses bien plus agréables, avant de passer aux choses bien plus agréables, ça a été entendu en salle d'urgence. Je vous assure que j'ai accouché beaucoup de fois, mais ce n'est pas moi qui ai accouché des vieux. Et ce n'est pas parce que j'ai eu raison un peu avant que je suis responsable des vieux et de la salle d'urgence, et de l'institution, et de la Belgique, et du monde occidental. Quant à la dernière phrase, je vous laisse la lire. Elle m'a terrorisée.
Et ça a été entendu dans une salle d'urgence, mais ce n'était pas un urgentiste. On va passer aux choses plus agréables, parce qu'on peut travailler bien entre urgentistes et gériatres. Vous avez compris que le mot fragile, faut le dire, dites-le. Vous pouvez étayer cette fragilité. Dites le score ISAR que vos infirmières ont fait, infirmiers bien sûr. Dites, il y a un déclin fonctionnel, il y a une perte d'autonomie. C'est pas obligatoirement très compliqué de le savoir, il ne faut pas avoir 15 000 preuves. Mais ça nous aide à comprendre. Là, ça c'est pour Natacha, ceux qui connaissent Natacha. Dites médicaments. Les gériatres adorent le mot médicament. Parce que voilà, 30% des hospices en gériatrie sont associés à un effet iatrogénique. Pas comme seule cause. Et 30%, vous imaginez un peu. Vous pouvez dire, la famille n'en peut plus. Peut-être pas comme première cause, mais c'est une vraie réflexion sur la prise en charge du patient, dont l'avenir, l'orientation va être fortement altérée par le fait que les aidants naturels ne sont plus à même de prendre en charge le patient, quel que soit le diagnostic de la fragilité et du déclin fonctionnel actif en train de se passer dans cette crise que représente une arrivée en salle d'urgence de ce patient âgé. Vous pouvez dire qu'il y a trop de pathologies. Parce que parfois c'est vraiment compliqué. Vous faites juste la liste des antécédents, ou surtout pas des antécédents, des pathologies chroniques actives. Quand vous dépassez les 5 à 10 pathologies dans votre liste, vous pouvez dire au gériatre, il y a trop de pathologies. Vous pouvez dire polypathologie si vous voulez. Il y a un besoin de pluridisciplinarité. Là, je parle de pluridisciplinarité dans le type plurimétier. On aura besoin de kinés, d'ergothérapeutes, d'assistantes sociales. Tous ces gens qui vont pouvoir très rapidement en gériatrie accompagner le patient pour le faire sortir plus vite, puisque dans les lits de gériatrie, et ça a été montré, les patients fragiles sortent plus vite, sont moins réhospitalisés et moins institutionnalisés que quand ils passent dans un autre service de médecine à l'hôpital, de médecine ou de chirurgie. Et puis si vous voulez me faire plaisir quand vous m'appelez, vous dites il y a besoin d'une vision holistique. Parce que j'adore ce mot, holistique, vision globale, hein, c'est la même chose. Parce que c'est vrai que nous sommes en face non pas d'un infarctus, mais d'une personne. Et si on a besoin des cardiologues ou des médecines de spécialité pour des diagnostics, pour des prises en charge spécifiques, aiguës, techniques, que nous sommes incapables de faire, notre core business, c'est la vision globale. Si vous voulez vraiment nous faire plaisir, dites « j'ai eu un contact avec le médecin traitant ». Évidemment, nous, on peut dire la même chose. Hein, si on a eu un contact, on a en même temps vous prévenir. Mais voilà. On ne sait pas faire autrement que l'hospitaliser, c'est vrai, mais j'ai eu un contact. Et vous pouvez ajouter le projet thérapeutique. S'il est clair, vous pouvez aussi ajouter le projet thérapeutique n'est pas clair. Parce que dans un certain nombre de cas, ce sera effectivement notre job de pouvoir aider à la construction d'un projet thérapeutique cohérent avec le patient, avec ses référents et les différents intervenants qui le connaissent, parfois mieux que nous, dans son élan vital global. Voilà la dernière diapo. Je pense que l'avenir, c'est une réflexion sur une prise en charge à plusieurs voies autour du malade, du patient. Alors, ce dessin, c'est moi qui l'ai fait, hein, mais bon, peut servir à plusieurs choses. Alors, parfois, je le présente comme étant le travail plurimétier. Je ne sais jamais extrêmement bien dire entre l'infirmière et le médecin qui est le chat et la souris.
Et concernant ce qui nous occupe aujourd'hui, entre urgentistes et gériatres, je ne sais pas non plus très bien dire qui est le chat et la souris. Mais on va certainement continuer à courir autour de nos patients ensemble. Je vous remercie.